Dans cette troisième vidéo, nous allons examiner le dernier objectif d'apprentissage associé à ce chapitre. Je cite: savoir que le solde budgétaire résulte de la différence entre les recettes fiscales et non fiscales et les dépenses de l'État. Comprendre que le déficit budgétaire est financé par l'emprunt et savoir qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité, relance de la demande ou effet d'éviction. Un point de vocabulaire d'abord. Il serait plus rigoureux d'utiliser le terme d'administration publique plutôt que de celui d'État employé par le programme. Je vous explique pourquoi très rapidement. Stricto sensu, au sens strict, l'État désigne les administrations publiques centrales. En parlant d'État, nous évacuons donc les administrations publiques de sécurité sociale et des administrations publiques territoriales. Se concentrer sur l'État, c'est comme si, à l'échelle du lycée, nous disions qu'il n'existe qu'une équipe pédagogique et une équipe de direction qui sont les seuls à être payés, à être sous la responsabilité de l'État central. Alors que le lycée ne peut objectivement fonctionner sans les agents d'entretien et de restauration et sans les bâtiments que nous occupons tous, qui sont ces bâtiments comme ces agents sous la responsabilité d'une administration publique territoriale, en l'occurrence la région. Tout au long de la leçon, nous alternerons donc entre la terminologie la plus rigoureuse, les administrations publiques, et la terminologie choisie par le programme, l'État, pour désigner la même chose, même si en réalité ces deux termes recouvrent des réalités distinctes. Une dernière précision avant d'entrer dans la leçon, vous le voyez, l'État s'écrit avec un E majuscule et non minuscule, faute que je souhaiterais ne pas voir apparaître dans vos copies. Comme tout agent économique, l'État engage des dépenses et perçoit des recettes. Ces dépenses, nous les appelons les dépenses publiques. Et pour ce qui est non plus de l'État central, mais de l'ensemble des administrations publiques, dont la sécurité sociale, les dépenses publiques se structuraient de cette façon en 2017. Ne listons pas tous les postes, mais retenons quelques ordres de grandeur. Nous passons vite sur ce point car malheureusement il est hors programme. Premier poste de dépenses des administrations publiques, la protection sociale. En 2017, selon l'INSEE, 43% du total des dépenses publiques françaises étaient consacrées à la protection sociale, c'est-à-dire au versement des retraites, des allocations chômage, des indemnités de congé maladie et tant d'autres dispositifs de protection sociale. Ne confondez pas la protection sociale avec le poste des dépenses le poste de dépenses intitulé santé. C'est le second poste de dépenses en 2017 selon l'INSEE. 14,2% du total des dépenses publiques françaises étaient consacrées à la santé, en particulier au fonctionnement et à l'investissement dans le système hospitalier public. Relevons rapidement deux derniers postes, l'enseignement qui compte pour 9,6% et la défense, 3,2% du total des dépenses publiques en 2017. Deux informations en bref maintenant. En 2017, notre année de référence, les dépenses publiques se montaient à 1294 milliards d'euros, soit 56,5% du PIB de cette année. Petit exercice de calcul pour vérifier que vous maîtrisez toujours vos pourcentages de répartition. Si un total de dépenses publiques se montant à 1294 milliards d'euros représente 56,5% du PIB, alors quel était le montant du PIB en milliards d'euros en 2017 ? Je ne vous donne pas la réponse, mais je peux vérifier la vôtre si vous voulez. L'État, les administrations publiques côté dépenses, ça y est. Et du côté des recettes maintenant, eh bien, là encore, le programme ne nous autorise pas vraiment à développer, mais penchons-nous rapidement sur la structure des recettes des administrations publiques françaises, toujours à l'aide des données de l'INSEE et toujours pour l'année 2017. La première observation d'ordre général sur ce tableau, c'est que les administrations publiques ne disposent pas seulement de recettes fiscales, de recettes tirées des impôts et des cotisations sociales. Les deux premières lignes de ce tableau figurent des recettes non fiscales. Intéressons-nous seulement à la seconde de ces deux lignes. Que sont les revenus de la propriété pour les administrations publiques ? Ce sont les revenus
qu'elles tirent du fait d'être propriétaires d'un patrimoine, par exemple d'un patrimoine immobilier, des immeubles, des châteaux, des terrains qu'elles peuvent vendre ou louer, mais elles sont aussi propriétaires ou copropriétaires d'entreprises. Par exemple, l'État possède 50,6% du capital du groupe ADP, l'entreprise qui exploite les 3 aéroports de Paris. Cette entreprise verse des dividendes à ses actionnaires et être propriétaire d'ADP a rapporté 173 millions d'euros à l'État actionnaire en 2018. Voilà un exemple de recette non fiscale et vous devez savoir ce qu'est une recette non fiscale et être capable d'en donner un exemple. Maintenant, concentrons-nous sur les recettes fiscales. Nous devrions dire socio-fiscales, mais gardons là encore en tête la terminologie du programme. On peut serrer dans ces recettes fiscales entre les impôts d'une part et les cotisations sociales. Je vous rappelle que le total des impôts et des cotisations sociales est nommé prélèvements obligatoires. C'est normalement un acquis de seconde, mais je reviens sur les cotisations sociales. Ces cotisations sociales sont prélevées principalement auprès des salariés et des employeurs. On évoque des cotisations sociales salariales et des cotisations sociales patronales. Elles servent à financer quoi? Elles servent à financer la protection sociale, on l'a dit. Concrètement, ça veut dire qu'elles servent à financer la couverture des risques d'accident du travail. Les risques de chômage également, les risques de maladie, les risques de vieillesse à travers les retraites. Les cotisations sociales sont par ailleurs redistribuées en partie aux familles sous forme d'allocations familiales. Voilà pour la première partie des prélèvements obligatoires, les cotisations sociales qui, retenez, c'est le message, servent à financer la protection sociale, c'est-à-dire la couverture des différents risques que nous venons de mentionner. Et les impôts maintenant. Et là encore, allons à l'essentiel, car nous sommes toujours au limbe du programme. Il me semble cependant nécessaire que vous ayez en tête ces éléments pour comprendre ce qui va suivre. Voilà un tableau qui va vous donner quelques ordres de grandeur à propos des impôts. Que remarquons-nous? D'abord, qu'en montant prélevé, ce sont les impôts sur les revenus qui pèse le plus lourd, 237 milliards d'euros en 2017. L'impôt sur le revenu, stricto sensu, vous le voyez, c'est hier que paye une petite moitié de Français, de ménages français, à rapporter, entre guillemets, 74 milliards d'euros en 2017 aux administrations publiques à l'État central. Ensuite, on doit remarquer que la TVA, cette taxe sur la valeur ajoutée que vous connaissez parfaitement désormais, la TVA, elle représente une recette non négligeable de 162 milliards d'euros. L'IR, l'impôt sur le revenu, et la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, sont les deux impôts que vous devez connaître à ce stade de votre formation en sciences économiques et sociales. Et je vous invite à retenir des ordres de grandeur à propos des montants collectés. Je les répète, 74 milliards d'euros pour l'impôt sur le revenu stricto sensu et 162 milliards d'euros pour la TVA pour l'année 2017. Nous avons présenté les dépenses, les dépenses puis les recettes publiques. Dans ce chapitre sur le financement, la question qui nous intéresse avant tout est de savoir si un agent est à capacité ou a besoin de financement. Dans quelle situation les administrations publiques se trouvent-elles? Eh bien, pour le savoir, nous n'avons qu'à comparer les dépenses et les recettes publiques à l'aide de ce graphique de l'INSEE, particulièrement explicite. Et qu'observons-nous? Eh bien que depuis 1973 au moins, les dépenses publiques sont structurellement supérieures aux recettes publiques. Introduisons un peu de vocabulaire. Nous disons alors, quand les dépenses sont supérieures aux recettes, nous disons alors que le solde budgétaire des administrations publiques est négatif. Le solde budgétaire résulte de la soustraction des dépenses publiques aux recettes publiques, vous le voyez. Ce solde négatif, nous l'appelons un déficit public. S'il était positif, nous l'appellerions un excédent public. Ce tableau qui suit, présente
en milliards d'euros les déficits publics récents. Et que constatons-nous? Nous constatons que de 2014 à 2017, le déficit public était globalement stable entre 84 milliards d'euros en 2014 et 61 en 2017. Globalement stable, mais toujours un déficit. Si le budget des administrations publiques est déficitaire, cela signifie qu'elles doivent se financer. Elles sont alors des agents à besoin de financement. En l'occurrence, les administrations publiques se financent par emprunt, un emprunt d'un type particulier qui passe par ce qu'on appelle une émission d'obligations. Terminons ce point avec l'introduction d'une dernière notion, la dette publique, qui, disons-le très simplement, désigne le total des emprunts souscrits par les administrations publiques. Cette dette publique, elle augmente après chaque exercice déficitaire, après chaque solde budgétaire négatif. La dette des administrations publiques françaises, elle se monte actuellement à 2 415 milliards d'euros, un montant qui représentait 100,4% du produit intérieur brut en 2019. Pour finir avec cet objectif d'apprentissage que nous traitons dans cette leçon numéro 3, le programme nous indique que vous devez savoir qu'une politique de dépenses publiques peut avoir des effets contradictoires sur l'activité. Relance de la demande, nous dit le programme, ou effet d'éviction. D'abord, qu'est-ce qu'une politique de dépenses publiques? C'est une des politiques économiques dites budgétaires, politique engagée par l'État via une augmentation des dépenses publiques. Si un gouvernement décide de multiplier par 2 les allocations familiales, s'il mène une politique d'augmentation des subventions versées aux entreprises, s'il mène, et ça nous changerait, une politique d'augmentation des retraites, eh bien ce gouvernement, il mène une politique de dépenses publiques, extrêmement simple à comprendre. Une politique de dépenses publiques peut produire plusieurs effets, mais le suivi du programme exige que nous nous concentrions sur 2 effets seulement. Le premier effet évident, c'est un effet de stimulation de la demande de biens et de services dans l'économie. Si les ménages et les entreprises disposent de plus de ressources, alors ces agents vont tout simplement consommer et investir davantage. Ce premier effet est un effet positif. Quand un gouvernement choisit d'augmenter les dépenses publiques, il le fait souvent avec l'objectif d'accroître le volume de richesse produite sur un territoire pendant une période donnée, c'est-à-dire avec l'objectif d'augmenter le PIB, le produit intérieur brut. Le deuxième effet potentiel est un effet plus négatif. Cet effet, il se décline en réalité de 2 manières différentes. En cas d'augmentation des dépenses publiques, un effet d'éviction par la dépense peut survenir. Concrètement, si les ménages et les entreprises constatent que le gouvernement augmente les dépenses publiques, ils vont anticiper 2 conséquences de ce choix politique. À court terme, c'est une bonne nouvelle pour eux. Les ménages vont pouvoir consommer davantage, les entreprises recevoir plus de commandes et peut-être investir davantage aussi. Mais à moyen et long terme, si les administrations publiques augmentent maintenant leurs dépenses, elles devront plus tard, très certainement, augmenter leurs recettes pour équilibrer le solde budgétaire. Augmenter les recettes publiques, c'est augmenter les prélèvements obligatoires, augmenter les impôts et les prélèvements obligatoires et les cotisations sociales en général qui sont acquittés par les ménages et les entreprises. Ce raisonnement, il peut être adopté par pas mal de chefs d'entreprise et de personnes de référence de ménage. Anticipant une potentielle hausse des prélèvements obligatoires, ces ménages et ces entreprises peuvent, j'insiste sur le peuvent dépenser moins maintenant. Ils dépensent moins pour épargner davantage afin de faire éventuellement face à cette potentielle hausse des prélèvements obligatoires. Voilà le premier effet d'éviction. Un effet d'éviction par la dépense. C'est-à-dire que, et résumons-le ainsi, c'est-à-dire que la hausse des dépenses publiques engendre une baisse des dépenses privées. Le deuxième effet d'éviction, c'est un effet d'éviction financière. Et il est bien plus simple à comprendre. Les administrations publiques,
représentent un agent à besoin de financement parmi d'autres. Si elles augmentent leurs dépenses, alors qu'elles sont déjà en déficit, alors elles vont avoir besoin d'encore plus de fonds. Le risque est qu'elles captent une trop grande partie des fonds à disposition sur les marchés des fonds prêtables. Les agents économiques à capacité de financement aiment en effet prêter à des administrations publiques, car prêter à l'État, c'est sans risque, ou presque. L'État rembourse toujours, ou presque. Alors, si les administrations publiques augmentent leurs dépenses et accroissent ainsi leur demande de fonds sur les marchés des fonds prêtables, le risque est que les entreprises à besoin de financement soient, elles, privées de fonds. Cet effet d'éviction financière, c'est ça, très simple à comprendre. En cas d'augmentation des dépenses publiques, il peut y avoir un risque que les fonds disponibles soient captés uniquement par les administrations publiques, au détriment des entreprises qui peineraient alors à se financer, diminuant ainsi l'investissement. Résumons l'effet d'éviction financière en une phrase. Une hausse des dépenses publiques pourrait priver certaines entreprises de financement. C'est la fin de cette leçon, alors vérifions ensemble ce que vous devez maîtriser à son terme. Vous devez être capable d'expliquer ce qu'est une recette et une dépense publique, et vous devez être capable d'en donner des exemples. Vous devez notamment savoir distinguer une recette fiscale d'une recette non fiscale. Vous devez savoir ce qu'est un solde budgétaire, et vous devez pouvoir expliquer que quand il n'est pas positif, c'est-à-dire quand il n'est pas excédentaire, le solde budgétaire des administrations publiques est dit déficitaire, et que ce déficit public, il se finance par l'emprunt. Vous devez enfin savoir ce qu'est une politique de dépenses publiques et en comprendre deux des conséquences potentielles, j'insiste sur le potentiel, la relance de la demande, qui est un effet positif, et la survenue d'effets d'éviction, effet d'éviction par la dépense et effet d'éviction financière, qui sont deux effets négatifs.